Hello, good morning. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en relations amoureuses et également en psychologie. Sur ma chaîne, je décide d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que l'on puisse aborder ensemble une problématique en lien avec le domaine amoureux, ou alors si tout simplement vous souhaitez me suggérer des idées de vidéos à traiter pour la prochaine fois. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Le sujet du jour s'intitule les standards. Quels sont vos standards? Et pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple de deux personnes qui ont des visions diamétralement opposées, des standards qui le sont tout autant, et une approche des relations amoureuses qui l'est tout autant. Dans la personne d'une part de Sarah Salman et de l'autre d'une certaine Laetitia, une femme noire qui a participé à une vidéo qui est sortie récemment sur YouTube. Le lien de cette vidéo sera bien évidemment mis en barre d'informations. Deux points que je souhaite soulever. D'une part, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et également partager cette vidéo. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. De l'autre, les propos tenus ici, bien évidemment, n'engagent que moi. Je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole du savoir, bien au contraire. Les éléments qui seront évoqués ici ne sont qu'une sorte de réflexion de mes propres idées, mes propres pensées, sans avoir aucune prétention que cela puisse être une vérité universelle, bien évidemment. Commençons par le commencement. Nous allons débuter par le sujet qui me procure le plus de plaisir à traiter parce qu'on parle d'hypergamie, parce qu'on parle de standards qui sont hauts. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui, dans un premier temps, de Sarah Salman. Et pour véritablement comprendre ce qui a poussé Sarah Salman à avoir les propos qui sont les siens, à tenir des propos qui peuvent choquer certaines personnes, ou du moins des propos qui vont en fait tout simplement révéler sa nature très hypergamique, il faut retourner à son passé, à son enfance, pour comprendre le modèle qu'elle a eu en face d'elle. Comprenez que, comme d'habitude, sur cette chaîne, je le répète et je le dis souvent, que l'enfant se forme toujours en fonction des modèles qu'il a en face de lui. D'une part, il peut se construire par imitation, et de l'autre, il peut se construire par opposition au modèle familial qui est présenté tout simplement à ses yeux étant enfant. Et le parcours de Sarah est absolument intéressant à analyser, mais ce qui est encore plus intéressant à analyser en réalité, c'est le parcours de son père. Sarah est la fille de Frédéric Salman, qui est lui-même médecin, cardiologue, nutritionniste et également chef d'entreprise. D'emblée, on peut déjà comprendre le statut social du père de Sarah Salman. Et l'histoire de Frédéric Salman est d'autant plus intéressante puisque cet homme a été déclaré handicapé mental à l'âge de 14 ans lorsqu'il était adolescent. Et donc, il s'est vu dans l'obligation de sortir du système scolaire français à l'époque pour finalement suivre sa propre voie. Frédéric, lorsqu'il grandissait, eh bien, il n'était tout simplement pas issu d'une famille ultra riche, plein aux as. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, bien qu'il soit de confession juive. Et c'est important de pouvoir distinguer les deux. Tous les juifs ne sont pas riches. C'est réellement important. Et donc, Frédéric, malgré en fait la difficulté qu'il a rencontrée sur son chemin, malgré le fait qu'on lui ait collé une étiquette d'handicapé et donc d'incapable mental, il a décidé tout simplement d'aller au-delà. Il a décidé de ne pas se laisser définir par la perception des autres. Et donc, il s'est donné, justement, il s'est fait une promesse, celle de pouvoir aller jusqu'au bout de ses études et de réaliser en fait tous ses rêves. Il part du principe que s'il souhaite réaliser quelque chose dans la vie, il n'y a rien ni personne qui va pouvoir l'arrêter. Et donc, malgré cette étiquette qu'on lui a collée d'handicapé mental, il décide quand même de poursuivre ses études. Et donc, il va passer son baccalauréat en autodidacte, qu'il va avoir, réussir, et ensuite, il va pouvoir tout simplement poursuivre ses études en tant que médecin. Il s'inscrit donc en fac de médecine
et va jusqu'au bout de son cursus jusqu'à devenir médecin, plus précisément cardiologue et plus tard nutritionniste. Déjà, lorsque vous vous dites cardiologue, est-ce que vous vous rendez compte du travail nécessaire qui est justement du travail qui est nécessaire plutôt, pardon, pour pouvoir arriver à ce stade. Être cardiologue, ce n'est pas être un médecin généraliste. Il faut d'abord les années de tronc commun, ensuite il faut des années de spécialisation. Donc rien que par le parcours de Frédéric Salman, on voit ici le parcours d'un véritable homme, un vrai homme comme j'aime le dire. Un homme qui n'a pas laissé les obstacles l'arrêter. Un homme qui ne s'est pas laissé en fait définir par les étiquettes que pouvaient lui coller les personnes de la société. Il s'est fait une promesse, celle de réussir sa vie, et on peut, de manière unilatérale, affirmer qu'il a plutôt bien réussi, à la fois dans le parcours professionnel, mais aussi même personnel, puisqu'il s'est marié et il est père de 6 enfants. À travers l'histoire de Frédéric Salman, on peut s'apercevoir que c'est réellement un homme qui est discipliné, qui a de l'ambition, qui a de la volonté, qui a une force de travail. Voilà les valeurs qui sont chères à son cœur. Et nul doute sur le fait qu'il ait voulu transmettre justement ces valeurs-là à ses enfants. Surtout que, rappelons-le, Frédéric est de confession juive. Et dans la confession juive, il est absolument fondamental de traiter sa femme comme si c'était véritablement une princesse. D'une part, par le fait que pour avoir une descendance juive, eh bien, celle-ci doit obligatoirement passer par, on va dire, la procréation avec une femme elle-même de confession juive. En d'autres termes, si vous êtes juif et que vous voulez avoir des enfants juifs, vous devez absolument épouser une femme juive. Donc, la femme juive, dans cette religion, elle est évidemment sacrée, elle est symbolique, elle est une personne que l'on doit respecter parce que c'est par elle que passe la descendance. C'est une femme qui va être traitée de la bonne manière, qui va être mise sur un piédestal et dont il faut tout simplement pouvoir s'occuper. Il y a également tout l'aspect lié à la protection de la femme, au fait de pouvoir lui garantir un avenir financier stable et sécurisant, et surtout, il y a le fait également que, ne l'oublions pas, dans la religion juive, la réussite sur le plan social, sur le plan économique est particulièrement important. Moi, à titre personnel, j'ai des amis juifs, pardon, et je sais que plus le statut social et économique d'une personne va augmenter, plus sa place dans la synagogue se rapproche du rabbin. Donc finalement, lorsque vous vous rendez dans une synagogue, il y a une sorte de hiérarchisation par classe sociale, par catégorie socio-pro, par catégorie financière des personnes dans cette synagogue. Et donc le but est toujours véritablement de se rapprocher du rabbin, c'est-à-dire d'améliorer sans cesse tout simplement sa position sociale. La raison pour laquelle les juifs sont aussi compétitifs dans leurs domaines respectifs, c'est la raison pour laquelle les juifs mettent un point d'honneur à réussir sur le plan financier. D'abord pour eux-mêmes, pour leur honneur auprès de leurs confrères dans la synagogue, et également pour pouvoir mettre bien, entre guillemets, en tout cas assurer une sécurité financière à leurs femmes ainsi qu'à leur descendance. À présent que nous avons véritablement posé la structure familiale dans laquelle Sarah a grandi, il faut à présent analyser les choix qui ont été faits de son propre chef. Parce que c'est une chose, d'une part, d'être né dans une famille aisée, avec un père travailleur, discipliné, ambitieux, mais c'est une autre paire de manches que de faire des choix sur sa propre carrière, par exemple, sur son orientation, sur la direction que l'on souhaite donner à sa vie. Et par rapport, j'ai envie de dire, au niveau social auquel s'est positionné le père de Sarah, il était on ne peut plus normal qu'elle souhaite tout simplement au minimum se maintenir au même niveau et au mieux faire mieux que son père. Donc Sarah, d'une part, elle a des critères qui sont absolument très hauts pour sa propre personne. D'une part, elle se refuse le fait, entre guillemets, de se laisser mourir et de ne compter uniquement que sur sa plastique ou sur l'argent, les acquis de son père. Elle décide de faire tout simplement de poursuivre ses études. Elle décide de faire des études de droit et elle va être diplômée de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et plus tard de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Pour celles et ceux qui sont dans le domaine juridique, vous connaissez la réputation d'Assas, vous savez à quel point c'est une fac qui est prestigieuse. C'est l'université dans laquelle a étudié François Hollande,
Christiane Taubira, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen et d'autres personnalités comme par exemple Michel Alliot-Marie. C'est une université d'élite. Et j'en sais quelque chose puisque moi-même, j'y ai étudié pendant quelques années à Assas. Pour celles et ceux qui m'ont ajouté sur LinkedIn, je vous vois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le système éducatif français, vous pouvez, lorsque vous êtes en école d'ingénieur, effectuer des licences en parallèle de votre deuxième, troisième année, par exemple. Donc, on a d'un côté une femme qui a des standards qui sont élevés pour elle-même, qui n'a pas peur tout simplement de mettre la main à la pâte, qui n'a pas peur de poursuivre des études et de pousser jusqu'au bout, en fait, tout simplement, ses études. Puisqu'elle est avocate, elle a passé le barreau, elle a réussi, elle a même déjà créé son cabinet qui est situé dans le 7e arrondissement de Paris, rien que ça. Et de l'autre côté, au-delà justement de son parcours académique, elle dispose également d'un phénotype qui est bien particulier, puisqu'elle est blonde. En plus de ça, elle a les yeux bleus, elle dispose en fait, on va dire, d'une corpulence qui n'est pas, on va dire, comment dirais-je, désagréable à regarder. Pour parler un peu crûment, c'est une belle gosse. Elle a une belle plastique, elle sait qu'elle a un physique qui plaît aux hommes. Donc, en quelque sorte, elle a un petit peu le combo parfait. Elle vient d'une bonne famille avec un père qui a fait de bonnes études, qui a une bonne situation. Parce que je vous rappelle que pour celles et ceux qui ne savent pas, allez regarder, j'ai envie de dire, le salaire d'un cardiologue. Surtout un cardiologue avec 20 ans d'expérience pour pouvoir être en mesure de savoir combien gagne son père. Ensuite, de l'autre part, au-delà justement de cette cellule familiale structurée, sans histoire et plutôt bien définie dont elle a hérité, c'est également une personne qui a des standards élevés pour elle-même, tant en matière professionnelle qu'en matière physique. Elle fait du sport, elle s'entretient, on voit qu'elle est très féminine, elle est toujours bien habillée, elle fait ses ongles, elle fait ses brushings, elle est maquillée. On sent en tout cas qu'elle prend soin de sa plastique. Maintenant, avec tous les atouts dont elle dispose, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que ce soit anormal qu'elle ait des standards qui soient élevés? Pensez-vous que ce soit anormal qu'elle puisse être exigeante auprès des prétendants qui lui font la cour? Pour répondre à la question, je dirais non. Ça ne me choque pas que Sarah Salman puisse dire qu'elle a des standards élevés, tout simplement parce que d'une part, elle est elle-même issue d'un milieu privilégié et de l'autre, elle a bossé pour arriver là où elle est. Donc, c'est normal qu'elle puisse affirmer avoir des standards élevés. C'est absolument normal. C'est même le contraire qui m'aurait étonné. C'est le fait de la voir avec une personne comme Alex Hitchen, par exemple, qui, moi, me choquerait. C'est le fait de l'avoir avec une personne qui est au chômage qui, moi, me choquerait. Le fait de l'avoir avec une personne qui est, j'en sais rien, chauffeur Uber, ça me choquerait. Mais par rapport aux propos qu'elle a tenus, c'est tout à fait normal. Maintenant, comprenons-nous bien. Vous n'êtes pas Sarah Salman. Sarah Salman, elle essaie de devenir une personnalité importante, imposante dans le paysage audiovisuel français. Elle veut sa place au soleil. Elle veut la notoriété, elle veut la célébrité. Parce que les avocats que moi je connais n'ont pas que ça à faire à passer sur TPMT, à passer à la télévision chaque semaine. Elle vit également de ça. Au-delà, évidemment, de ces activités qu'elle fait, qu'elle exerce en tant qu'avocate, elle est également une personne qui va tirer ses revenus de, j'ai envie de dire, sa visibilité, à la fois sur les réseaux sociaux, mais également à l'antenne. Je vous rappelle que Sarah Salman a passé le barreau en 2018. Et ici, on est en 2023, bientôt 2024. Donc, elle n'a pas non plus 10 ans d'expérience derrière elle. Elle ne gagne pas 10 millions d'euros par année. Elle ne fait pas 10 millions en fait en chiffre d'affaires. On est loin de là. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de visibilité pour, d'une part, consolider peut-être une partie de ses revenus, mais également pour avoir plus de visibilité, dans le sens où les avocats ont besoin de visibilité. Par exemple, Dupond-Moretti, il adore la lumière. C'est la raison pour laquelle il prend toujours des affaires qui sont compliquées. Parce que si tu prends une affaire qui est compliquée et que tu arrives à la gagner, eh bien, tu entres en fait tout simplement, j'ai envie de dire, au statut de légende. C'est ce qui s'est passé avec Robert Kardashian aux États-Unis lorsqu'il a décidé tout simplement de défendre O.J. Simpson. C'est comme ça qu'on bâtit une carrière d'avocat. On a besoin de visibilité. Il faut que les gens puissent reconnaître qui on est.
Et donc, c'est la dynamique dans laquelle Sarah, elle, s'insère. Elle veut de la visibilité. Et elle sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les choses qui vont choquer sont des thématiques liées à l'environnement. D'où les commentaires très déplaisants, il faut se dire, qu'elle n'ose pas en fait tout simplement partager en public. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle adore prendre des bains, qu'elle en prend 2 à 3 fois par jour et qu'il n'y a rien de choquant à cela. Au-delà de l'écologie, elle va également aborder des thématiques qui sont très sensibles, comme les relations hommes-femmes. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait uniquement des hommes qui ont plus de 50 ans, elle voulait uniquement des hommes fortunés, parce qu'elle considère que vivre à Paris avec moins de 10 000 euros par mois, c'est être pauvre, ce n'est pas assez. Elle a pleinement conscience, évidemment, du pouvoir des mots et du pouvoir de la langue. Elle sait pertinemment ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Je vous rappelle qu'elle est avocate. Maintenant, lorsqu'elle décide, j'ai envie de dire, de tenir ce genre de propos, non pas dans un cercle qui est fermé, mais au vu et au su de tout le monde, elle sait précisément ce qu'elle fait. C'est une femme qui est très stratège. Elle adopte cette stratégie parce qu'elle sait également où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle veut être dans quelques années. Surtout, elle sait qu'en tant que femme noire, femme blanche, pardon, on pourra toujours tout lui pardonner. Prenez l'exemple de Clara Morgan. Elle a fait la tournée des films pour adultes. Aujourd'hui, elle est presque considérée comme une personne sainte, comme une actrice à part entière, comme une influenceuse à part entière. Prenez le cas de Nabila, j'en ai parlé dans ma masterclass Ruby, eh bien c'est la même chose. On a, en tout cas l'opinion publique, a une facilité à pardonner aux femmes blanches ce qu'on ne pardonnerait jamais aux femmes noires. Donc, ne faites surtout pas l'erreur de vous prendre pour Sarah Salman dans le sens où vous allez vouloir exposer vos critères sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Les propos que Sarah a tenus et qui ont fait scandale sont des propos liés à son dating game. En gros, elle disait que pour donner une chance à un prétendant, il fallait d'une part qu'il ait une bonne situation économique et de l'autre qu'il puisse être galant. Et la galanterie passe dans un premier temps par une invitation dans un restaurant chic, un endroit qui est chic. Par exemple, un restaurant à Saint-Ouen, elle ne prendrait même pas en fait, elle ne se donnerait même pas la peine d'y aller. Et dans le second temps, il fallait que l'homme puisse venir la chercher chez elle, payer le restaurant, étant donné qu'elle ne se promène pas avec ses moyens de paiement, et enfin qu'il puisse la ramener chez elle. Comprenons-nous bien. Vos standards ne regardent que vous. Vous avez le droit de mettre vos standards aussi haut que possible. Cela ne regarde absolument personne. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre vie. À la fin de la journée, c'est votre bonheur qui compte avant tout. Si vous avez des standards exigeants, eh bien, vous avez le droit de les avoir. Maintenant, ce que moi je recommande et ce que je conseille, c'est quand même d'essayer au minimum de vous rapprocher vous-même en fait de vos standards. Par exemple, une femme qui veut un neurochirurgien, une femme qui veut un homme qui fait 1,90 m, qui a des abdos, qui est neurochirurgien, qui paye des factures, très bien, absolument aucun souci par rapport à ça. Maintenant, dans quel état est-ce que toi tu es? Si toi tu es en obésité, si toi tu n'as même pas le bac, si toi tu es en surpoids, j'ai envie de dire que ça va être assez compliqué. En fait, en réalité, ce que vous demandez, vous exigez de la part des autres, vous devez être en mesure de l'exiger pour vous-même. Ça, pour moi, c'est la logique. Maintenant, nous sommes dans un pays libre, démocratique a priori, vous avez le droit de ne pas vouloir faire l'effort de vous rapprocher de vos critères. Mais en tout cas, c'est la démarche qui me semble la plus honnête et la plus objective possible. Sarah Salman, elle sait exactement ce qu'elle fait, elle sait exactement ce qu'elle apporte, elle connaît ses atouts, elle connaît sa puissance, elle connaît sa valeur, et donc c'est la raison pour laquelle elle est aussi exigeante. Elle a le droit, parce que tout ce qu'elle va demander à un homme, vous savez quoi, elle est capable de se l'offrir toute seule. Ou alors, si elle n'arrive pas à le faire, elle va trouver un autre homme capable de le faire. Au pire des cas, si elle ne trouve personne, eh bien son père est capable de le faire. Donc ça veut dire qu'un homme qui ne remplit pas ces critères-là, elle n'a pas de temps à perdre avec lui. Avoir des standards élevés, oui. Maintenant, pour les femmes lambda, les femmes ordinaires, les exposer comme ça sur la place publique, la réponse est non. Vos standards, vous devez presque les emmener avec vous dans votre tombe. C'est votre jardin secret. Ça ne regarde absolument personne. Même votre conjoint n'a pas le droit de connaître vos standards. Parce que il y a des personnes qui sont très mal intentionnées, un peu comme Francis Vemba.
ils vont, si vous décidez d'afficher vos standards sur les réseaux sociaux, ils vont se prêter au jeu. Ils vont, j'ai envie de dire, porter un masque social qui va être aligné avec vos attentes. Et par la suite, ils vont pouvoir vous faire un coup de crasse tout simplement. Vraiment, je vous invite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Francis Bemba ou de Coco Emilia, à regarder mes anciennes vidéos pour avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, des standards élevés, oui, c'est la base, c'est juste la moindre des choses. Maintenant, le dire, le crier sous tous les toits, la réponse est non. Vous devez les garder secrets pour vous-même. À présent, nous allons passer à un sujet plus sombre, moins glorieux, moins hypergamique. À un sujet vraiment, j'ai presque envie de dire, ah, ça fait beaucoup de peine en fait que je le fais, mais il faut le faire, donc allons-y. Nous allons commencer par parler de la Red Pill. Oui, la Red Pill. Ce mouvement d'hommes frustrés, ce mouvement d'hommes incapables, ce mouvement d'hommes complètement dénaturés, déconstruits, qui décident de venir lyncher les femmes qui ont des standards élevés sur la place publique. Nous allons débuter avec, j'ai envie de dire, un des représentants de ce mouvement dans la sphère francophone, en la personne d'Alex Hitchens. Qui est Alex Hitchens? Je vais essayer d'être brève dans cette partie. Eh bien, Alex Hitchens est un jeune homme, un jeune garçon. Je n'emploierai pas ici le mot homme parce que je ne considère pas que ce soit un homme. D'une part, de par son âge, puisqu'il est né en 99 et qu'il a à peine 24 ans, et de l'autre, parce que, selon moi, il ne remplit pas les critères pour que je puisse lui donner le titre d'homme selon évidemment mon échelle de valeur et selon ma perception des choses. Donc, Isaac est un Français d'origine congolaise. Il est né en 99 et il est né à Évry. Rien que ça. Pour les personnes qui habitent en France et qui connaissent Évry ou qui ne connaissent pas Évry, Évry, comment vous dire, c'est un peu le ghetto, c'est un peu le hood, c'est la cité, c'est la street. Ce n'est pas Neuilly-sur-Seine, ce n'est pas l'endroit où vous voulez élever vos enfants, ce n'est pas l'endroit où vous voulez inscrire vos enfants à l'école. Donc ça vous donne déjà une idée, j'ai envie de dire, du statut socio-professionnel des parents de ce fameux Isaac. Et j'ai envie de dire que Isaac, c'est vraiment la personnification du mot noir de France, noir de cité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser justement le canal de l'éducation nationale, j'ai envie de dire l'école de la République, pour faire son ascension sociale. Ben non, bien au contraire, il va utiliser presque ce qui est naturel en fait pour les jeunes comme lui, à savoir la musique, le sport ou bien la troisième voie que vous connaissez parfaitement. Donc lui, il va choisir du coup presque de se détourner de l'école et de se consacrer au sport. Je ne suis même pas sûre en réalité qu'il ait le bac, étant donné qu'il va tomber amoureux justement du basket à l'âge de 17 ans. Donc ce n'est même pas vérifié qu'il ait été au bout de son parcours scolaire au lycée pour obtenir le diplôme national. Donc, il débute le basket à l'âge de 17 ans. Mais en réalité, il est assez médiocre dans les performances sportives qui sont les siennes. Et donc, en 2021, il est déclaré agent libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de club, qu'il n'est signé nulle part et que finalement, personne ne veut de lui dans le milieu professionnel du basket. Donc, en 2021, on a un jeune homme qui a 22 ans, dans la personne d'Isaac, qui n'a aucun bagage euh, académique, professionnel, qui n'a pas de stage, qui n'a pas de diplôme véritablement. Il est livré à lui-même et qui, selon moi, n'a pas non plus une famille richissime sur laquelle il puisse compter. Il n'a pas un héritage à la Ingrid Betancourt ou Liliane Betancourt. Plutôt Liliane Betancourt, pas Ingrid Betancourt, celle de la Colombie. Non. Donc, on a un jeune homme qui, finalement, parce que l'âge avance et parce qu'il voit qu'il va être rejeté par la société française, puisque la société française est une société qui fonctionne par diplôme, par expérience ou alors par réseau et qui n'a rien de tout ça, il se pose des questions à savoir comment est-ce qu'il va assumer son avenir financier. Et parce qu'on est à l'ère du digital, à l'ère du numérique, il décide tout simplement de se lancer sur les réseaux sociaux. Alors au début, il va commencer par faire des interviews
street, c'est-à-dire dans la rue, arrêter les gens, leur poser des questions. Ensuite, il va aller plutôt diriger son contenu par rapport aux relations hommes-femmes, poser des questions sur les personnes qui justement sont en train de se balader dans la rue. Il va se créer un personnage, justement, Alex Hitchens, un prof en séduction, basé sur le film qui porte le nom, donc qui est du coup éponyme. Et à un moment donné, il se rend compte que ces vidéos prennent beaucoup de temps à monter, à être filmées, à réaliser, à planifier, à écrire, et il décide tout simplement de prendre un raccourci. Et aujourd'hui, dans l'ère actuelle, pour faire des vues sur Internet, il faut d'une part beaucoup de médiocrité, ça je vous l'accorde, et surtout, il faut tenir des propos qui vont choquer et qui vont être repris par la suite. Et quoi de plus facile que de s'attaquer aux femmes? Eh bien, c'est vraiment décidément ce canal-là qu'il va utiliser pour faire son ascension dans le monde numérique. Donc, il va commencer à développer le contenu Red Pill en insultant des femmes et surtout, chose importante, en se donnant, en s'auto-nominant, en s'auto-décrivant comme homme de valeur, high value man. Il s'est auto-attribué ce titre. Chose encore plus grave, il se permet de créer des lives lors desquels il va faire monter des femmes et il va décider de donner des notes à ces femmes en disant toi t'es un 3 sur 10, toi t'es un 2 sur 10, toi t'es un 4 sur 10. Donc est-ce que vous vous rendez compte j'ai envie de dire, du schéma mental qu'il faut pour pouvoir être dans cette position? On a un homme qui n'a absolument rien fait de sa vie. Parce que je vous rappelle que cet homme a 24 ans, aucun diplôme, aucune expérience professionnelle, aucune expérience qualitative. Cet homme passe son temps à dénigrer, insulter, rabaisser les femmes sur les réseaux sociaux. Et cet homme s'est autoproclamé homme de valeur. Il fait des lives lors desquels il insulte d'une part des femmes qui sont assez stupides pour monter dans ce genre de live justement, et de l'autre à critiquer des hommes qui sont dans la vraie vie, dans la vie actuelle, qui se lèvent le matin pour aller travailler ou qui se lèvent le matin pour aller créer leurs entreprises. Des hommes qui, si on décidait de fermer les réseaux sociaux, continueraient à avoir une vie, continueraient à avoir des sources de revenus stables. Cet homme, Alex Hitchens, si on décide aujourd'hui de fermer les réseaux sociaux, il n'existe pas ou il n'existe plus. Cet homme, il va évidemment s'accrocher à l'argument économique en disant voilà, je fais 100 000 euros par mois. Déjà, commence par payer tes monteurs vidéo, entre parenthèses. Et de l'autre, admettons, admettons dans un monde fou qu'il arrive à ces chiffres, eh bien, cet homme n'a aucun réseau, aucun prestige et surtout avec une image aussi dégradée sur les réseaux sociaux à dénigrer des personnes, je ne sais pas quelle fille de bonne famille va accepter de se coltiner avec un individu pareil. Je vois très mal une Sarah Salman accepter les avances d'un individu comme cela. Le mouvement de la Red Pill, c'est ça. C'est exactement ça. Des hommes qui sont médiocres dans la vie réelle, qui n'ont ni diplôme, ni expérience, ni véritable travail, qui savent que la compétition masculine dehors est beaucoup trop forte et donc d'emblée, d'entrée de jeu, en fait, ils sont tout simplement disqualifiés parce qu'ils n'ont pas travaillé lorsqu'ils étaient jeunes, parce qu'ils n'ont pas bossé, parce qu'ils ont choisi des voies qui étaient très risquées, c'est-à-dire la voie du sport, du rap, de la musique, ou parfois même une voie assez sombre, ces voies-là sont des voies risquées. Beaucoup de personnes souhaitent réussir, mais peu en fait y arrivent. Et donc ces personnes-là, les gens de la Red Pill, parce que dans la vraie vie, ils sont discriminés, ils sont automatiquement disqualifiés, eh bien, ils viennent déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Et ils vont s'en prendre aux femmes, parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre aux autres hommes. Les autres hommes, dans la vraie vie réelle, dans la vie réelle, c'est-à-dire en dehors des réseaux sociaux, ils ont des vraies entreprises qui ne fonctionnent pas uniquement sur des insultes dédiées aux femmes. Ils ont des diplômes, ils ont des réseaux, ils ont construit quelque chose pendant que vous, vous étiez en train de vous la couler douce pendant que vous, vous étiez dans la médiocrité. C'est ça la réalité. C'est la raison pour laquelle les gens de la répit s'attaquent toujours aux femmes, jamais aux hommes. Un homme, un vrai, pour moi,
selon ma conception, c'est quelqu'un comme Elon Musk, c'est quelqu'un comme Jeff Bezos. Il est là, il est dehors, il va conquérir le monde. Il veut laisser une trace positive dans l'histoire. Il n'est pas là sur Facebook, il n'est pas là sur TikTok, il n'est pas là sur YouTube à faire des lives stupides où il est là en train d'insulter des gens pour se faire de l'argent. Navré, nous avons été interrompus par un appel important et urgent que je devais décrocher de la part d'un de mes collègues. Parce que oui, contrairement aux gens de la Red Pill, lorsque je ferme YouTube, moi, j'ai une carrière dans le monde réel. Je ne gagne pas de l'argent en insultant les gens sur YouTube. Si ça vous intéresse, je suis ce qu'on appelle un quant, un analyste quantitatif, un ingénieur financier dans un hedge fund, un fonds d'investissement spéculatif. Voilà mon travail. Par ailleurs, si vous voulez avoir un accompagnement dans le domaine professionnel ou académique, en finance ou dans la partie IT, Data Science, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet pour qu'on puisse en parler. Bref, refermons la parenthèse. Donc voilà, en définition, en deux, trois mots, ce qu'est la red pill à mes yeux, c'est-à-dire des hommes qui sont médiocres d'une part et surtout qui ont été broyés à plusieurs reprises. D'une part par le système scolaire parce qu'ils n'avaient pas les facultés intellectuelles nécessaires et suffisantes pour mener, on va dire, un parcours académique brillant, et de l'autre qui ont été euh, broyés par la machine qui est le monde du travail, la machine capitaliste, et donc ils sont frustrés. On rajoute à cela évidemment un rejet de leurs préférences, un rejet des femmes sur qui, vers qui plutôt va se diriger leur attention. Et donc, on a un ensemble de personnes qui sont frustrées. Et ces hommes ont besoin de se réconforter. Ces hommes ont besoin d'avoir quelque part un sentiment de toute puissance. Et ce sentiment-là, il est facilement accessible avec ce qu'on appelle Internet et les réseaux sociaux. Et donc, on a un jeune homme qui n'a même pas de bac. On a un jeune homme qui a un parcours académique inexistant, un jeune homme qui a un parcours professionnel inexistant, une carrière sportive qui s'est achevée on ne sait comment. En tout cas, il n'est pas rentré dans les annales, hein, ce n'est pas un Tony Parker, à 24 ans, qui se permet d'insulter les gens et de donner des notes, en fait, des 2, des 3, des 4, au nom de quoi? Au nom de quoi? Quelle est la légitimité de cet homme? Quelle est la crédibilité qu'il a? Selon quels critères, en fait? Sur quelle échelle est-ce qu'il se base pour lui pouvoir se noter? C'est ridicule. Je veux dire, quitte à noter le physique des femmes, très bien, certaines femmes vont noter justement ta réussite sur le plan pro. Et je suis désolée, mon cher, elle est inexistante. Même si tu peux prétendre gagner des 100 000 € par mois, pardon, mais le capital financier ne fait pas tout. Il n'y a aucun prestige dans ton parcours, aucun prestige dans ta vie de manière générale, et je ne vois aucune femme de bonne famille qui va accepter une telle humiliation que de se montrer avec toi, à moins qu'elle soit elle-même issue voilà, de quartiers défavorisés, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Feneux et Rita. Lorsqu'elle est issue d'un milieu plutôt bas, défavorisé, alors elle n'aura Dieu que pour le capital économique que finalement tu as représenté à ses yeux. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation qui est enviable à mon avis. Voilà la red pill. Et donc, il y a des femmes qui sont a priori normalement constituées et mentalement solides, qui se prêtent au jeu, qui montent dans les lives de cet individu et surtout qui vont, euh, comment dirais-je, intérioriser les propos tenus par le mouvement de la red pill, en partant du principe que c'est la vérité. Et ça, c'est scandaleux. Ça nous emmène directement, du coup, au deuxième sujet, qui est le cas de Laetitia. Je vais être assez brève concernant la partie sur Laetitia parce que tout simplement, je n'ai pas envie de la jeter à la vindicte populaire comme ça sur YouTube où tout le monde et finalement n'importe qui peut m'écouter et peut donner son avis sur sa vie à elle alors qu'elle a eu pardon, le courage tout simplement de venir témoigner. D'ailleurs, je suis ravie qu'elle ait au moins eu la présence d'esprit de porter un masque pour ne pas qu'on puisse la reconnaître à 100% dans la rue. C'est très courageux de sa part, mais c'est quelque chose que je ne vous recommande pas. La discrétion avant tout. Surtout, ne donnez pas aux autres les moyens de vous atteindre. Ne leur donnez pas le bâton pour vous faire battre. Sachant qu'on est à l'ère du digital et donc qu'une vidéo aussi sensible, une vidéo où tu viens finalement exprimer tes malheurs, avec tout ce mouvement de la red pill
qui est aux aguets, c'est vraiment, j'ai envie de dire, se tirer une balle dans le pied. Et donc, je ne vais pas l'enfoncer dans cette vidéo, je vais au contraire être assez brève et on pourra traiter justement de ce sujet beaucoup plus tard dans la vidéo qui s'intitule Profiter des privilèges de vos amis blancs, qui est une vidéo qui sera réservée aux membres, bien évidemment. L'histoire de Laetitia, elle est assez simple à comprendre et je vais tenter d'être brève pour ne pas que la vidéo soit trop longue. D'une part, derrière chaque femme, en particulier chaque femme noire, qui a une faible estime d'elle-même, se cache tout simplement une cellule familiale défaillante. C'est-à-dire que soit on a un père qui est totalement absent ou alors défaillant, ou alors, dans le cas contraire, on a une mère qui est absolument toxique. Et même parfois, dans certains cas de figure, eh bien, on a les deux, à la fois un père défaillant et aussi une mère qui est toxique. C'est de là, en fait, que va naître la plupart des problèmes de certaines femmes, vraiment dans l'enfance, vraiment dans la cellule familiale, parce qu'ils n'ont pas eu le bon modèle, tout simplement, devant leurs yeux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout simplement, je crois qu'elle a eu des blessures profondes en tant que jeune fille. Le fait d'être une femme noire en Occident, pour certaines personnes, peut être vécu d'une manière absolument violente, d'autant plus que si les faits se déroulent dans une cité ou alors au sein d'un quartier populaire. On sait ce que ça implique, on connaît la population d'hommes qui habitent dans ces endroits-là et on connaît également leurs préférences et aussi surtout leurs tares et aussi surtout leurs carences à la fois intellectuelles mais aussi affectives vis-à-vis des femmes noires. Je vous invite à vous diriger vers la vidéo dédiée à Mélanie Dacruz et également l'autre dédiée sur Aya Nakamura. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, les choses sont assez simples. Dans les quartiers populaires, la femme noire a une très mauvaise image. Euh, Vraiment une mauvaise image parce qu'elle ne correspond pas aux standards de beauté célébrés dans ces milieux-là. Il y a la femme blanche qui est mise sur un piédestal, d'abord parce qu'elle est rare. Il y a très peu de femmes blanches dans cet environnement-là et ce qui est rare a de la valeur. Et en plus de ça, lorsqu'il n'y a pas de femme blanche, il y a tout simplement la femme qui est arabisée, la femme qui est maghrébine, la femme arabe tout simplement. Donc les femmes noires, elles, dans ces milieux, dans ces quartiers défavorisés, elles grandissent généralement avec beaucoup de problèmes, avec des frustrations, avec des sentiments de rejet et de non-appartenance. Ça, ce sont des choses qui sont réelles. Et la plupart des gens, lorsqu'elles ne font pas tout simplement ce travail sur elles-mêmes, eh bien, elles vont se retrouver plus tard, des années après, tout simplement, avec des bagages affectifs, des bagages qui vont finalement être beaucoup trop lourds pour elles, qui vont conduire à un auto-sabotage. Ce que je dis est réel. Et pour les femmes qui ont grandi justement dans ces milieux défavorisés, eh bien, il y a eu finalement très peu d'échappatoires pour arriver à s'en sortir. La plupart se sont vraiment donné corps et âme dans les études parce que c'était leur seul moyen pour quitter ce trou perdu, pour quitter justement cette situation qui était très toxique. Et les études sont effectivement un passeport pour les femmes noires de l'Occident parce qu'elles vont justement leur permettre de quitter la cité, de quitter la street, entre guillemets, et surtout d'avoir un nouvel horizon, de côtoyer de nouvelles personnes, de côtoyer de nouveaux mondes qui n'ont rien à voir avec les mondes anciens, on va dire le monde de la cité qu'elles ont toujours connu. Parfois, lorsque ces femmes réussissent à entrer dans de nouveaux milieux, par exemple des femmes noires qui sont issues de la diversité, qui sont issues des cités et qui vont intégrer Sciences Po, eh bien, on va dire le choc culturel est absolument violent. Certaines femmes n'arrivent pas à s'adapter à leur nouvel environnement, certaines femmes n'arrivent pas en fait à se débarrasser de leur tic, par exemple, de langage, de leurs coutumes, us et coutumes, et donc elles vont subir une double discrimination, d'une part de par leur cité, et de l'autre de par le nouvel environnement qu'elles vont essayer justement de conquérir. Donc, il y a beaucoup en fait de problématiques liées à la femme noire en Occident. Et ça, vraiment, je fais exprès de ne pas entrer en détail, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. En plus de tous les points cités précédemment, il y a aussi eh bien, la pression familiale liée à l'horloge biologique. On va, pour les femmes noires, commencer à poser des questions qui sont plus que gênantes, plus qu'embarrassantes, arriver à un certain âge, en disant où est ton mari, où sont tes enfants, comme si la reproduction était quelque chose de bestial et était finalement un gage de réussite dans la communauté noire. La communauté noire
peu importe qui est ton époux, tant que tu es marié, eh bien pour eux, tu as de la valeur. C'est comme si la valeur d'une femme était conditionnée au fait qu'elle soit mariée ou non, c'est-à-dire à son statut marital et au fait qu'elle ait des enfants. Et comme si c'était pas tout, on va rajouter toutes les problématiques liées au physique, c'est-à-dire euh, le poids tout simplement et aussi le cheveu. Le cheveu de la femme noire, c'est tout simplement une sorte d'extension d'elle-même. C'est comme si, dépendamment de la coiffure que l'on avait, eh bien, on avait un traitement qui était différent. Et ça, c'est réel. La plupart des personnes, des femmes noires que j'ai rencontrées, me garantissent que le fait d'avoir un tissage qui est lisse, un tissage qui a de la longueur et un tissage qui se rapproche le plus possible de sa couleur de cheveux, eh bien, ça leur permettait d'avoir on va dire, un regard tout simplement différent qui était posé sur elle par rapport à la gente masculine. Et également dans le monde professionnel, la plupart des femmes avec qui j'ai discuté me disaient que tout simplement pour passer des entretiens et lorsqu'on est en période d'essai, il fallait se tenir à carreau en mettant des cheveux qui étaient lisses, des perruques qui étaient lisses. Et une fois la période d'essai validée, il fallait, si elles le souhaitaient évidemment, tout simplement changer de coiffure et montrer leur vraie nature. Ce que je dis est réel et backupé également par des travaux, que ce soit ceux d'Amadieu ou récemment liés justement à la discrimination capillaire. Ce sont des faits qui existent. Et donc, malheureusement, dans la tête des gens, et c'est bien dommage, eh bien, le cheveu crépus, le cheveu afro dans son état naturel est associé à de la misère. Lorsqu'on vous parle de la misère en Afrique, on ne vous montre pas des femmes avec des cheveux lisses jusqu'aux fesses. On vous montre des femmes qui, la plupart du temps, ont leurs cheveux naturels, ont des cheveux crépus, ont des cheveux courts. Et donc, dans l'imaginaire collectif, le cheveu crépus est associé à la misère. Maintenant, au niveau de l'afro, lui, il est politisé. Parce que quand vous regardez l'histoire des États-Unis, avec notamment le mouvement des Black Panthers, eh bien, les femmes qui étaient justement des personnes qui devaient lutter contre la police ou contre les injustices arboraient toutes un afro. Donc l'afro a été politisé. L'afro est rentré dans l'inconscient collectif comme une coiffure de protestation, comme une coiffure tout simplement de manifestation, comme une coiffure pour défier l'autorité blanche. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme arrive en afro, au sein de l'entreprise, elle est très souvent mal regardée. Ces choses sont des choses qui sont réelles. Maintenant, mon conseil à moi, c'est le suivant. À Rome, faites comme les Romains. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes en période d'essai ou si vous n'avez pas réalisé pleinement votre intégration au sein d'un groupe, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, peu importe, tant que vous êtes entre guillemets en période d'observation où on doit vous valider à la fin, je vous conseille de vous tenir à carreau. À Rome, faites comme les Romains. S'il faut mettre une perruque lisse tous les matins, faites-le. Sachant que en dessous, si vous souhaitez, vos cheveux à vous sont naturels. Maintenant, une fois que vous serez intégré, une fois que vous serez légitime, une fois que vous aurez du pouvoir et que l'on ne pourra plus justement vous contester, à ce moment-là, faites ce que bon vous semble. C'est exactement l'exemple de Michelle Obama. Lorsque Obama était président, elle avait toujours les cheveux défrisés. Elle ne portait jamais de tresses, elle ne portait jamais d'éléments qui pouvaient rappeler à quel point elle était africaine. Ses cheveux étaient toujours lisses. Les cheveux de ses enfants étaient toujours lisses ou défrisés, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Maintenant, une fois que Barack n'était plus président, à ce moment-là, elle n'avait plus rien en fait à prouver à personne puisqu'elle a été la First Lady. Et à ce moment-là, elle a tout simplement décidé de montrer sa vraie nature. À savoir, elle faisait des tresses, ses filles faisaient des tresses, ses filles avaient finalement le droit de tout faire au niveau capillaire. C'est ce que je vous recommande de faire. Tant qu'on ne vous a pas accepté, validé définitivement par le système, faites ce qu'on vous demande de faire. Faites ce qu'on attend de vous. Une fois que vous aurez tous les pouvoirs possibles, à ce moment-là, faites les coiffures qui vous plaisent, tout simplement. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous qu'un homme qui est SDF, qui n'a aucune situation, peut se permettre de se tenir devant la femme que vous voyez à l'écran, lui demander 2 euros et lorsqu'elle accepte, lui demander son numéro de téléphone et après lui envoyer des photos de son intimité? Pensez-vous qu'avec une femme qui ressemble à la femme que vous voyez à l'écran, ce scénario est possible? La réponse est non, bien évidemment.
Parce que le prix auquel on vous achète est le prix auquel vous vous vendez tout simplement. C'est une loi économique. Si votre extérieur, votre apparence physique reflète la misère, reflète une personne, une femme qui est accessible à tout le monde, même au SDF, posez-vous des bonnes questions. Vous avez un problème, un véritable problème. L'apparence physique est très importante. On vit dans un monde, premièrement, qui est visuel et deuxièmement, qui est capitaliste. C'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher d'un certain standing, un certain standard sur le plan financier, social et économique, plus les gens vont vous respecter. Si au contraire, vous voulez vous montrer modeste, euh, humble, à ce moment-là, les gens vont vous traiter comme si vous n'aviez rien. Attention, ça c'est valable uniquement pour des personnes qui n'ont effectivement pas les moyens. Si vous êtes une milliardaire comme Oprah Winfrey, elle peut se permettre parce qu'elle a déjà travaillé dur pour arriver là où elle est. Maintenant, vous, dans votre ascension sociale, ne vous négligez pas. Vous devez toujours avoir l'apparence d'une fille qui appartient déjà à la catégorie sociale que vous visez. Si vous voulez épouser un homme qui a réussi, ne vous promenez pas dans la rue en jogging comme une femme, j'en sais rien, qui vient du 93 par exemple. Ce n'est pas correct. L'apparence physique est bien évidemment importante. Je vous demande de vous référer aux travaux de Amadieu, François Amadieu, également de Bourdieu plus tard. L'apparence, c'est capital, c'est juste capital, c'est votre carte de visite. La première chose que les gens voient lorsqu'ils vous voient, c'est votre apparence. Ce n'est pas votre bonté, ce n'est pas votre bon cœur. On vous juge sur votre apparence. L'habit ne fait pas le moine, certes, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, si vous voulez être abordé par des gens qui sont des SDF, qui vous demandent d'euros et vous envoient des dick pics, go ahead, like, girl, I'm not gonna... Bref, just do you. Maintenant, si vous voulez quand même des gens décents, eh bien, ayez un comportement de femme décent. Habillez-vous décemment. Même si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas confiance en vous, ça, à la limite, ça se travaille. C'est au fur et à mesure, en fait. C'est en forgeant que l'on devient forgeron et fake it till you make it. Même si tu n'as pas confiance en toi, je veux que tu te lèves chaque matin, que tu te mettes sur ton 31 et que tu sois comme ça tous les jours. En ayant cette attitude et en ayant cette apparence, les gens vont te traiter différemment. Je vous le dis, croyez-moi sur parole. Ensuite, il y a un point hyper important que je voulais souligner, c'est que toutes les femmes noires ne reçoivent pas le même traitement parce que toutes ne se vendent pas de la même manière. Le branding, c'est quelque chose qui est réel, qui existe. Le storytelling également. Ce n'est pas pour rien que les grandes entreprises investissent autant dans le marketing. Le marketing, c'est la science qui permet de vendre, qui permet de créer une image forte dans l'imaginaire des gens. Donc, si des boîtes comme Coca-Cola investissent des milliards dans le marketing, qui êtes-vous pour vous négliger, pour négliger votre branding, pour négliger votre storytelling, pour négliger tout simplement l'image que vous renvoyez de vous? Posez-vous les bonnes questions. L'apparence est quelque chose qui est réel, l'apparence est quelque chose qui compte. Encore une fois, toutes les femmes noires ne subissent pas la même chose. Moi, lorsque j'entends certains témoignages, évidemment, je suis affairée, mais je ne me reconnais pas dans ça parce que je n'ai pas vécu ça. À titre personnel, j'ai eu des parents très fonctionnels. Mon père est ingénieur, tous mes frères sont ingénieurs, moi-même je le suis. Donc, à quel moment est-ce que vous voulez que je baisse mes standards et que je donne mon numéro à un homme dans la rue qui me demande 2 euros? Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible en fait. Eh bien, c'est cette même confiance en vous que vous devez avoir, même si au départ, elle n'est pas réelle et qu'elle est factice, eh bien, vous devez vous comporter comme tel. Comportez-vous comme si vous étiez Beyoncé. Un conseil que j'ai donné à une de mes abonnées, je lui ai dit de se créer tout simplement un personnage qui est fictif. Lorsque je parle de personnage fictif, je fais allusion à un alter ego, comme Beyoncé. Beyoncé a un alter ego qui s'appelle Sasha Fierce. Eh ben, vous devez avoir la même chose. Vous devez être en mesure de mettre un masque social, si c'est nécessaire, de vous distancier, vous, de laisser votre personnage tout simplement prendre les rênes lorsque vous êtes en prestation sociale. C'est-à-dire lorsque vous devez aller à un date, lorsque vous devez aller au travail, vous devez jouer un personnage. Si au fond de vous, vous n'avez pas confiance en vous, créez ce personnage fictif qui va prendre le relais. C'est fondamental ce que je dis là. Vous devez en tout cas être en mesure euh, voilà, d'imposer le respect rien que par votre apparence, rien que par votre physique, le langage non verbal, avant d'avoir le langage verbal également. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas déjà fait, je vous invite à vous diriger vers la masterclass haute société qui est disponible dans l'onglet souscription pour celles et ceux qui ont le badge de niveau masterclass. Je parle de cela, je détaille
pendant presque 5 heures dans cette masterclass, les codes de la haute société. Donc allez-y. En plus de cela, vous aurez également accès à d'autres masterclass, comme la masterclass Ruby. Ruby, c'est la reine de la séduction. Donc, n'hésitez pas à investir en vous. Parce que les conseils que je vous donne là, ce ne sont pas des conseils que l'on va trouver comme ça de manière cheap, de manière gratuite dans la nature. À un moment donné, le savoir a un coût. Si vous n'investissez pas en vous, si vous-même vous n'êtes pas capable de dépenser de l'argent sur vous, aucun homme ne viendra dépenser son argent à lui, durement gagné, sur vous. Et enfin, dernière chose, les gars, on est en Europe. Pour celles et ceux majoritairement qui me suivent depuis la France, on est en France, quoi. Je veux dire, si au sein de la France, il n'y a personne qui te convient, change de pays, change de culture, change de nationalité et fais valoir ton passeport français si tu en as un. Fais valoir ta culture française. C'est quelque chose qui est valorisé dans certains pays, comme par exemple les États-Unis. Ne négligez pas ça, en fait. On n'est jamais prophète chez soi, c'est réel, mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter dans votre pays, en fait, dans la situation géographique dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a aucune raison de rester comme ça, figé sur des gars qui ne vous regardent pas, sur des hommes qui ne prêtent pas attention à vous. Je veux dire, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y aura bien au moins une personne qui sera assez intelligente, qui sera assez bien, en fait, tout simplement pour vous, comment dirais-je, pour vous repérer. Il est hors de question de baisser vos standards. En parlant de standards, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quels sont les vôtres et quel est le minimum vital que vous accepteriez d'un homme. Et n'hésitez pas à liker également et à partager cette vidéo. Enfin, bref, comme le dirait Franklin, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ce serait beaucoup trop long. J'en parle par contre dans la vidéo qui s'intitule Les privilèges, utiliser les privilèges de vos amis blancs. N'hésitez pas à la regarder quand elle sera disponible. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, c'est très important, je vous demande de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.